Le prix spécial du jury. Maintenant, le prix spécial du jury est remis par Frédéric Worms, donc à Madame Geneviève Imobichet, qui est l'éditrice de celui qui ne peut pas recevoir ce prix, à savoir Liu Xiaobo, donc puisqu'il est en prison pour la philosophie du porc et autres essais. Frédéric. Merci, c'est effectivement... Ce serait intimidant de parler après ce qu'on vient d'entendre si ce n'était pas au nom de quelqu'un d'autre, qui est aussi quelque chose d'intimidant et qui nous transmet sur un autre plan, je pense, quelque chose d'aussi important que ce que vous venez de nous enseigner, puisque le mot leçon a été prononcé à plusieurs reprises. Alors, dans le jury du prix Pierre-Simon, on a un peu hésité à donner ce prix, même spécial, même exceptionnel, à quelqu'un qui avait déjà reçu un prix, un peu secondaire par rapport aux autres quand même, puisqu'il s'agit seulement du prix Nobel de la paix. Et évidemment, il peut y avoir quelque chose de paradoxal à accorder un prix à Liu Xiaobo, qui a obtenu donc le prix Nobel de la paix en 2010. Mais son absence même aujourd'hui montre à quel point c'est encore important. Il était absent à Stockholm. On se souvient de l'image du roi de Suède s'inclinant devant une chaise vide. Il est absent aujourd'hui. Et il est aussi absent du livre pour lequel on lui remet son prix, puisqu'il est l'auteur de tous les textes. Mais son traducteur, Jean-Philippe Béja, qui a fait un travail impressionnant de traduction et de présentation, a composé le livre sans lui et a dû lui aussi lui inventer un titre, plutôt prendre le titre de l'un des articles pour intituler l'ensemble du recueil, qui s'intitule donc La philosophie du porc, PORC, et autres essais. Et c'est de ce livre uniquement que je voudrais parler, ou plutôt c'est à travers ce livre que je voudrais dire quelques mots de Liu Xiaobo, auquel un hommage est rendu donc à travers la décision du prix Pierre-Simon. Hommage dont je pense d'ailleurs qu'il est évidemment pleinement mérité, y compris dans le cadre très précis de ce prix. Liu Xiaobo, c'est très simple, c'est un homme qui refuse les demi-mesures. Il entre sur la scène chinoise, très jeune, je crois qu'il a 25 ans, en 1986, comme critique littéraire. En fait, il est en thèse de littérature, mais il entre en scène de façon tonitruante, comme un cheval noir, dit le préfacier, c'est celui qu'on n'a pas vu, qu'on n'attendait pas, comme critique littéraire dans un colloque sur la nouvelle littérature chinoise. Et il entre en scène à travers un texte magnifique qui ouvre le volume, intitulé « Crise », point d'exclamation. Plus précisément, « Crise », point d'exclamation, la littérature de la nouvelle époque est entrée en crise. C'est le titre de ce texte admirable. Dans ce texte, ce que Liu Xiaobo refuse, on est en 1986, 3 ans avant Tiananmen dont je parlerai tout à l'heure, ce que Liu Xiaobo refuse, c'est en quelque sorte une demi-ouverture. Une demi-ouverture des lettres chinoises qui, après une période de fermeture totale, marquée notamment par la révolution culturelle, dont Liu Xiaobo conserve un souvenir à travers sa famille et son expérience d'enfant, une demi-ouverture, donc après cette fermeture totale, mais une demi-ouverture qui conduit aussitôt à un demi-repli. Repli sur un traditionnalisme frileux et stéréotypé, selon Liu Xiaobo, qui se replie sur les traditions littéraires chinoises et qui voit tout à travers ce prisme culturel et national. C'est déjà une ouverture, puisque cela était aussi interdit. Mais aussitôt, il y voit une demi-fermeture, un demi-repli. Pourquoi ? Parce que la littérature réelle, dit-il, ne doit s'appuyer sur aucun stéréotype et doit faire confiance à l'expérience individuelle surgie de la vie. Au-delà même, d'ailleurs, dit-il très radicalement, de la raison. Elle doit exprimer une expérience profonde, individuelle, de manière totalement libre, et ne s'appuyer sur aucune tradition préétablie, sur aucun stéréotype. Et évidemment, derrière le retour à des stéréotypes nationaux, dès 1986, on voit donc comment un certain nationalisme prend déjà le relais de ce totalitarisme dont je dirai un mot aussi dans un instant. Mais ce que Liu Xiaobo demande,
C'est deux choses et non pas seulement une seule. La première, c'est donc, je viens de le dire, que la littérature réelle prenne sa source de nouveau dans la vie réelle et individuelle. Mais la deuxième, et c'est sa leçon, à mon avis, fondamentale, c'est que, à défaut, s'il y a crise, si on n'affronte pas réellement s'il n'y a pas cette littérature complètement libérée, s'il y a crise, on regarde la crise en face. Et je crois que c'est sa principale leçon, et qui vaut évidemment pour les crises les plus graves, mais aussi pour toutes les crises. Et le mot crise, qui donne son titre à son premier texte, il a 25 ans, résonne tout particulièrement aujourd'hui. Et je cite page 64-65 du livre publié chez Gallimard. « Dès qu'on prononce le mot crise, écrit Liu Xiaobo, les Chinois prennent peur. » Et j'arrive pas à me relire, donc je vais venir au texte lui-même, pardon, pour compléter la citation, excusez-moi. Ah oui, et leurs jambes se mettent à trembler. Dès qu'on prononce le mot crise, les Chinois prennent peur et leurs jambes se mettent à trembler. Mais en réalité, dit Liu Xiaobo, je crois que ça rejoint des choses qui viennent d'être dites, si l'on ne regarde pas la crise en face, ou bien qu'on ne la voit même pas, ça se termine toujours mal. Donc non seulement ne pas regarder la crise ne l'enlève pas, ne la fait pas disparaître, mais cela aggrave évidemment l'effet même de la crise. Et le principal effort de Liu Xiaobo consiste à regarder la crise en face et le dire. Regarder la crise en face et le dire. La deuxième étape importante, dans le recueil, mais qui en saute par-dessus une autre, le recueil est composé d'une manière très précise et profonde, mais pas chronologique, consiste dans l'expérience occidentale de Liu Xiaobo. Il part en Occident, et notamment à New York, et il écrit un texte très important qui s'intitule « Réflexion d'un anti-traditionnaliste, la révélation new-yorkaise ». Quelle est cette révélation ? C'est une révélation en deux temps, et qui va lui permettre de comprendre également la nouvelle situation de la Chine aujourd'hui. C'est la révélation d'abord que, en effet, la critique du totalitarisme, au-delà du nationalisme, suppose le retour à des valeurs universelles qui font la force, il le dit très nettement, de l'Occident. Mais ces valeurs universelles, en Occident même, et c'est ça le sens de la révélation new-yorkaise, risquent de se replier dans un discours tout fait qui, une fois de plus, perd sa source vive dans l'expérience individuelle, qui fait l'expérience, et notamment dans des expériences négatives, de l'universalité de ces valeurs universelles. Il faut donc aussi critiquer la culture occidentale. Je cite page 101. Il faut critiquer aussi la culture occidentale à partir de la force créatrice individuelle. Et pour cela, toujours la même formule, je cite page 102, il faut être capable de regarder en face la cruelle réalité. Ainsi, il rappelle aussi l'Occident à la source de ses propres valeurs, en quelque sorte, avec toujours la même exigence, regarder en face la cruelle réalité. Mais comme il le dit très lucidement, d'une manière admirable, il ne peut pas tenir ce discours encore en Chine. Il faut donc se tenir sur deux plans. Comme dans les pensées de Pascal, il faut avoir des pensées de derrière. Il y a des étages de la pensée. Il faut, en Chine, critiquer le totalitarisme au nom des valeurs occidentales, tout en sachant que les valeurs occidentales elles-mêmes ne sont pas occidentales, et que l'Occident ne peut pas se les approprier comme un savoir figé, mais renvoie à une expérience vivante, individuelle, face à la cruelle réalité. Mais cela, il ne peut pas le dire en Chine, ou il ne peut pas le dire à ce moment-là en Chine. C'est maintenant qu'il peut le dire en Chine. Pourquoi ? Qu'il doit le dire en Chine. Et c'est ce qui le conduit en prison. Encore aujourd'hui, c'est maintenant qu'il peut le dire en Chine. Pourquoi ? Parce que précisément, à une demi-ouverture a succédé une autre demi-ouverture, une appropriation d'une partie des valeurs occidentales, et notamment des valeurs économiques occidentales. D'un libéralisme économique sans la liberté politique, sans la liberté d'expression et de vérité, qui est le cœur, selon lui, de ces principes universels. C'est l'état de la Chine aujourd'hui qu'il désigne en particulier dans le texte qui donne son titre au recueil, La philosophie du porc. Ce qu'il appelle le porc,
d'une façon qui sans doute renvoie à des images chinoises que nous ne maîtrisons pas, nous autres, hein, sans doute, mais qui est évidemment une image très forte. Bon. C'est l'homme qui se contente de la liberté matérielle et de ses avantages, sans accéder justement à cette liberté intellectuelle complète, cette liberté d'expression. Étrange cocktail d'un totalitarisme peut-être un peu diminué, mais toujours là, d'un nationalisme qui ne cesse de revenir, comme dans ce stéréotype littéraire, et d'un libéralisme dont on garde essentiellement les sources négatives. La philosophie du port, il la synthétise dans une formule très forte, page 174, formule qui a dû donner du fil à retordre à son traducteur. Écoutez bien les mots, parce que vous allez voir qu'il cherche des synonymes en français tout à fait saisissants. C'est une phrase littérairement très... Il a dû avoir beaucoup de mal à traduire. Je ne sais pas s'il y a des cynisants, comme on dit dans la salle, mais il doit y avoir en chinois beaucoup de mots pour désigner l'horreur des choses. Je cite, « Philosophie du port, belle union de la laideur, de la terreur totalitaire, de l'horreur de la lâcheté humaine et de la hideur de la cupidité. » Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de mots. La laideur de la terreur totalitaire, de l'horreur de la lâcheté humaine et de la hideur de la cupidité. Le français n'a pas assez de mots pour désigner de façon distincte et précise des mots aussi forts. Terreur, horreur, hideur, laideur. Et là encore, dit-il, ce qu'il faut faire, c'est simplement le regarder en face, le dire, formule très simple, briser le mur de verre. Donc c'est un homme qui ne se contente pas de demi-mesure, aucune demi-mesure, pas un demi-totalitarisme, pas un demi-nationalisme, pas un demi-libéralisme. Mais entre ces deux dates, de ces deux textes que je viens de citer, il y a une coupure dans la vie de Liu Xiaobo qu'il désigne au fond en reprenant implicitement des vers de Dante. C'est quelque chose qui se produit au milieu du chemin de sa vie. Et cette coupure est marquée par une date dont je pense qu'on devrait la graver dans nos mémoires comme étant la deuxième date importante de 1989. Nous nous souvenons du 5 octobre ou du 9 octobre, date de la chute du mur de Berlin. Nous oublions trop souvent le 4 juin, date du massacre de la place Tiananmen, sur laquelle Liu Xiaobo se trouvait. C'est la troisième vérité qu'il faut regarder en face, c'est celle du 4 juin, c'est la place Tiananmen. Là aussi, selon lui, c'est très simple, il faut dire la vérité. Mais cette vérité, il faut la dire d'une manière plus adressée, d'une manière qui est un hommage à ceux qui sont morts pour la dire sur la place Tiananmen. Et cette fois-ci, ça n'est pas le libéralisme ou le nationalisme, le mal extrême, c'est réellement le totalitarisme. Et pour la dire, il faut les ressources de la littérature. Et je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces textes qui sont très frappants, notamment pour ces textes de mémoire du 4 juin 1989, mais de manière très frappante, au cœur du livre, il cite un poème qu'il a écrit en prison. « Permettez-moi, dit-il, c'est le texte qui s'appelle « Subvertir le système du mensonge avec la vérité », permettez-moi de vous citer un poème dédié aux âmes mortes du 4 juin que j'ai écrit en prison. Je ne vais pas vous citer tout le poème, même s'il est très frappant, mais seulement la fin. Il faut froidement, dit-il, c'est un passage un peu violent du poème, il faut froidement se transpercer les yeux au moyen d'une lame pour, au prix de la cécité, gagner la lumière de l'esprit. C'est toujours l'idée, voir en face. Faire comme Michel Strogoff, ce qui est imposé à Michel Strogoff, pour voir quelque chose qu'on ne peut plus voir avec les yeux parce que dans ce qui précède, les yeux sont voilés de larmes. Et les 3 derniers vers me semblent très forts. Cette mémoire qui me saigne à blanc ne peut être préservée et exprimée qu'au moyen du refus. Donc, la seule façon de préserver une mémoire, c'est de continuer un refus. Dès lors, je voudrais terminer en allant au-delà de ces 3 étapes. Il y a 3 vérités qu'il faut dire contre 3 demi-mesures, en essayant d'en tirer 3 leçons très simples. La première leçon est extrêmement simple. Le message, s'il faut employer le mot message, c'est un peu superficiel, mais peu importe. La thèse, le discours de Liu Xiaobo est un discours extrêmement simple et banal. Il faut dire la vérité, résister aux mensonges,
soutenir le pouvoir des sans-pouvoirs, comme dit Václav Havel, que je vais citer aussi dans un instant, prendre soin de la conscience individuelle, comme il le dit dans le texte qui porte ce titre et qui est un chef-d'œuvre du genre, puisque c'est très littéral. Si on ne prend pas soin de la conscience individuelle, elle est malade, elle nous fait mourir, et en ce sens, on est bien dans le prix Pierre Simon, dont le champ exclusif n'est pas la médecine, mais qui porte sur ce qui nous détruit et ce qui nous secourt. Cette banalité même a un sens. La philosophie du port et autres essais est préfacée précisément par Václav Havel. Václav Havel, dont les essais politiques sont étonnamment proches de toutes les thèses de Liu Xiaobo, qui d'ailleurs s'inspire de la charte 77 des Tchèques, puisqu'il est l'un des principaux rédacteurs de la charte 08 des dissidents chinois. Mais Václav Havel a justement une phrase très forte. Il explique que partout où il est allé, où il a rencontré des dissidents, ce serait vrai aussi pour la Birmanie, par exemple, avec Aung San Suu Kyi, il était frappé parce qu'ils disent tous la même chose. J'ai eu l'occasion de rencontrer, dit Václav Havel, des dissidents de bien des pays différents, et j'ai été étonné de la similitude de leurs idéaux, de leurs expériences et même de leurs soucis à tous. Et en un sens, la banalité, surtout par rapport au texte de Václav Havel, de Liu Xiaobo, n'a aucune importance car c'est l'intensité et la force de ces mots qui comptent d'abord. Et ce ne sont pas des banalités, puisqu'il faut toujours les dire, contre ce qui ne cesse de revenir s'y opposer. Mais au-delà de la force de ces vérités, au fond, il faut les dire très fortement, il y a évidemment une deuxième leçon à en tirer, c'est que c'est à la fois des vérités générales et des vérités appliquées à un cas particulier, qui, à mon avis, est le cas emblématique de notre époque, le cas de la Chine. Lire ce livre, c'est comprendre la Chine d'aujourd'hui. C'est comprendre la Chine d'aujourd'hui où, en un sens, tous les dangers du moment présent se concentrent. Demi-totalitarisme, qui est encore un totalitarisme, demi-nationalisme, qui comprend tous les risques du nationalisme, demi-libéralisme, qui ne reprend du capitalisme que ce qu'il a de pire, et ce qu'il appelle la hideur de la cupidité. Et en un certain sens, ces ingrédients qui se concentrent, non pas dans l'essence de la Chine, bien entendu, il y a au contraire un retour très profond à la grande littérature chinoise, la grande tradition chinoise dans tous les textes de Liu Xiaobo, mais dans les dangers qui menacent la Chine d'aujourd'hui, ces dangers, au fond, elle les concentre, mais elle n'en a pas le privilège, et nous en sommes tous, partout, menacés. Et en un certain sens, il a commencé par dénoncer une crise littéraire, mais son texte peut très bien être la dénonciation de la crise que nous traversons. Crise, point d'exclamation. La troisième leçon, c'est qu'elle est double. C'est qu'il y a des vérités générales, il y a un discours sur notre temps, mais il y a aussi une expérience existentielle. Et celle-ci, elle est double. Premièrement, il faut affronter la crise, regarder la vérité en face et la dire, au péril de sa vie et contre les négociations avec le mensonge. Il dit, dire la vérité, c'est d'abord une négociation avec soi-même, parce qu'évidemment, on risque des choses, ses proches, sa vie, etc. Évidemment, dans ces régimes-là. Mais on risque toujours quelque chose en disant la vérité. Mais ce qui est très frappant, c'est que dire la vérité, ça n'est pas seulement pour lui un acte de courage dangereux face au négatif. C'est aussi toujours un acte de création et de résistance positive qui permet aussi un accès au bonheur. Et en un certain sens, donc, c'est aussi ici que nous retrouvons la littérature, c'est-à-dire, au fond, le fait que Liu Xiaobo est resté écrivain, même s'il a dû abandonner la littérature. Et j'ai cité un poème, je pourrais citer des formules admirables, je voudrais juste vous citer pour finir, un passage de son magnifique texte de défense à son procès, la dernière déclaration du livre, qui prolonge, ce n'est pas la défense à son procès qui rappelle les passages du procès de Brodsky en Union soviétique, mais magnifique texte, qui est le dernier texte et qui s'intitule « Je n'ai pas d'ennemis ». Dernière déclaration, « Je n'ai pas d'ennemis ». Texte qui rappelle aussi les lettres à Olga de Václav Havel, emprisonné en République tchèque. C'est un texte où il évoque sa femme, dont il parle d'une manière remarquable en disant « Si l'on me permet de le dire, ma plus grande chance depuis 20 ans, c'est d'avoir pu jouir de l'amour totalement dépourvu d'égoïsme de mon épouse, Liu Xia. » C'est juste pour vous rappeler que
Tout ce qui se produit n'est jamais seulement individuel ni universel, mais relationnel. Que je voudrais citer ce texte, qui est évidemment un très beau texte, et qui rappelle aussi que l'acte de résistance est toujours un acte de création. Je purge ma peine dans une prison réelle, tu attends dans la prison invisible du cœur. À la limite, on pourrait s'arrêter là. Mais il faut quand même continuer à finir la phrase au moins. Je purge ma peine dans une prison réelle, tu attends dans la prison invisible du cœur. Ton amour est un rayon de soleil qui saute par-dessus les hauts murs et s'infiltre à travers les barreaux pour caresser chaque centimètre de ma peau, réchauffer chacune de mes cellules. Il me permet de conserver une paix intérieure infinie, une ouverture et une grandeur d'âme, et emplit de sens chaque seconde que je passe en prison. Et mon amour pour toi, assailli de culpabilité et de regret, me fait parfois tituber sous son poids. Je suis un rocher dans le monde sauvage, fouetté par un terrible orage, si froid qu'on ne peut le toucher. Mais mon amour est solide, aigu, il peut traverser tous les obstacles. Même si j'étais réduit en poussière, je t'embrasserai avec mes cendres. Merci pour lui, même si c'est dérisoire. Merci.